Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS, la critique de la semaine, notre format critique où on analyse une œuvre en particulier, soit un film, une série, sans spoil, puis avec spoil. Et pour ce faire, je suis avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Bah ça va et toi? Moi ça va, t'as vu, je suis très... un peu froid, mais sinon je me réchauffe avec le fait de parler de cinéma avec toi, t'as vu? Incroyable. Ouais, je suis gentil là. J'avoue. C'est pas tout le temps le cas, mais... Bon bah d'accord. Révèle pas notre intimité, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, on va bien se réchauffer. Qu'est-ce que est donc le sujet de cet épisode, mon cher Al? Le sujet de cet épisode, c'est Pauvre créature. Pauvre créature ou Poor Things en anglais, je sais pas comme vous préférez, de Yorgos Lanthimos, du coup le film de ce début d'année qui fait un peu le plus parler depuis le début de l'année, on va pas se mentir, qui est on va présenter le film rapidement, sa production, mais c'est un film qui divise énormément au moment où on vous parle, et on a tous les deux un avis assez différent, mais pas si différent, je sais pas, on verra ça tout à l'heure. Ouais, on sait pas trop. Ouais, ça va être le test. Voilà, c'est ça, quand ce sera la partie critique. Mais pour parler de la production du film, alors le film, c'est un film de Yorgos Lanthimos. Et qui est Yorgos Lanthimos? Alors Yorgos Lanthimos, c'est un cinéaste, un réalisateur grec à la base, qui a commencé à faire des films dans son pays d'origine, des petits films, et il va faire plusieurs films qui vont être reconnus internationalement parce que il va remporter des prix. Donc il va faire le film Canine, qui va être présenté, qui va avoir le prix Un certain regard, du coup, dans la sélection Un certain regard, à Cannes. Il va obtenir le prix pour le film Canine. Il va avoir le prix du jury quelques années plus tard pour le film The Lobster, toujours à Cannes, et le prix du scénario, toujours à Cannes, pour Mise à mort du cerf sacré. Donc là, il a enchaîné les prix, du coup, à Cannes après avoir fait Canine. Donc il a fait un 3/3 à chaque fois qu'il a présenté un film là-bas, il me semble. Et en 2018, il va faire le film La Favorite. Donc là, ça va être son film qui va le faire reconnaître aux États-Unis, même à l'international vraiment, parce que bon, c'est un cinéaste assez de festival, parce que bon, quand même, de Lobster, Mise à mort du cerf sacré, ça a quand même fait parler. Mais là, c'est là où il va vraiment avoir son plus gros succès avec La Favorite, qui va être sélectionné à la Mostra de Venise et qui va même remporter le Grand Prix, donc qui gagne tous les prix, et qui va être nommé pour plusieurs Oscars, et où Olivia Colman va remporter l'Oscar de la meilleure actrice. Alors en fait, Yorgos Lanthimos, il y a une vraie évolution dans son cinéma, parce que pour avoir vu, j'ai vu tous les films que j'ai cités, du coup Canine, The Lobster, Mise à mort du cerf sacré, La Favorite, et aujourd'hui Pauvre créature. En fait, c'est un cinéma assez froid de base. Le cinéma de Yorgos Lanthimos, il y a c'est un peu un cliché de film indépendant. Ces premiers films que j'ai vus, genre Canine, c'est genre une caméra qui a pas de mouvement quasiment, des plans fixes du début à la fin, et en fait plus on avance dans ce cinéma, plus il y a de mouvement. Enfin, déjà de Lobster, il y avait plus de mouvement, plus d'effets que dans Canine, et après Mise à mort du cerf sacré, je trouve que c'est là où vraiment il a commencé à faire beaucoup de mouvements, à appuyer beaucoup plus sa mise en scène. La Favorite aussi, de ce que je me souviens, parce que La Favorite c'est celui que j'ai vu le plus lointain dans ma tête, il y avait quand même pas mal d'effets, et on en reviendra sur le film. Là il y a énormément d'effets dans le film Pauvre créature. Là ça dégouline. Mais il a toujours eu un univers assez particulier. Souvent, ces films, c'est un concept de base. Il va créer un film autour d'un concept de base et exploiter tout par rapport à ce concept, en fait. Je pense notamment à Canine. En fait, c'est l'histoire d'enfants qui vont être élevés à la maison pendant une vingtaine d'années et qui vont pas du tout connaître le monde extérieur. Et du coup, ils vont créer les parents vont créer leurs propres conventions à leurs enfants. Donc, ils vont apprendre certains trucs que les autres n'ont pas. Et donc, on va suivre cette famille un peu décalée, un peu bizarre. Et en fait, tout le film tourne autour de ça, quoi. Il n'y a pas vraiment de scénario à proprement parler, quoi, d'intrigue qui se suit du bout en bout, quoi. C'est plein de situations en général assez spéciales qui se passent, quoi. Son univers est extrêmement étrange dans ces films, que ce soit Canine, The Lobster ou Mise à mort du cerf sacré. Il y a toujours des trucs
bizarres, tu vois, qui se passent. Oui. Et tu sais, c'est toujours un univers chelou, mais personne semble questionner, tu vois, l'univers. Genre, c'est Oui. normal pour eux, tu vois, les personnages d'être dans un univers assez spécial, dans The Lobster, c'est normal de se faire changer en animal, quand ça fait 2 mois, je crois que t'es célibataire, tu vois, genre tout est normal pour eux, tu vois, et nous, alors que nous, c'est assez spécial. Il y a un jeu d'acteur assez froid dans ses premiers films souvent, et voilà, c'est un cinéaste qui était extrêmement misanthrope, donc qui détestait l'humain, en tout cas ça transparaissait dans ses films. Ça a un peu changé, on peut le voir avec Poor Things, et voilà, je pense qu'il y a eu une vraie évolution, on en parlera quand on fera la critique, dans surtout sur sa mise en scène, quoi. Et voilà, le film Poor Things, d'où vient cette idée de faire ce film. Alors, en fait, c'est une adaptation. Alors, le film, il se développe en 2009 lorsque Lorgos Lanthimos se rend en Écosse pour parler avec Alasdair Gray, qui est l'auteur du roman. Voilà, il a-t-il parlé pour avoir les droits. C'est lors du tournage de La Favorite en 2018 que Lanthimos reprend cette idée et il en discute avec Emma Stone qui joue aussi dans La Favorite. Le réalisateur commence à développer plus activement le film après le succès de La Favorite, voilà, qui avait, que t'as dit tout à l'heure, qu'il y a eu des prix et tout. Ensuite, donc, il a repris Emma Stone pour le rôle principal et elle est devenue productrice sur ce film. Le scénariste de La Favorite, donc Tony McNamara, il est revenu au scénario pour ce film. Et il a fait aussi Cruella avec Emma Stone. Et il y a aussi le directeur de la photo, Robbie Ryan. Willem Dafoe et Rami Youssef sont confirmés au casting en mai, ainsi que Mark Ruffalo et Jerrod Carmichael. Willem Dafoe passait 6 heures par jour à se faire maquiller, voilà, 4 heures à se faire coller des prothèses le matin et 2 heures à les enlever le soir. Et le compositeur, c'est Jerskin Fendrix, qui signe sa première composition pour le cinéma avec cette BO. C'est ça. Et Willem Dafoe, du coup, qui a un énorme masque. Enfin, c'est pas si du maquillage dans tout le film. Ça devait être l'enfer. C'est toujours ce genre de procédé, quoi. Oui, comme c'était dit là, 4 heures, tu restes posé, t'attends pendant 4 heures qu'on te fasse. Ouais, et 2 heures pour l'enlever. Alors, je sais pas comment tu peux 2 heures pour enlever, je comprends pas. C'est vrai, genre. Normalement, c'est rapide, tu vois, normalement pour enlever, mais bon, ok, ça prend 4 heures. Ouais, mais il fallait pas qu'il l'enlève en mode bourrin, parce que sinon, vous pouvez pas le remettre le lendemain, je pense. Ouais, je sais pas, après, ils mettent 4 heures pour le remettre, hein. C'est quand même long, hein, quand même. Enfin bref, donc le film a reçu un accueil dithyrambique, hein, ici à la Mostra de Venise, hein, 10 minutes de standing, Lion d'Or, du coup la plus grande récompense, 10 minutes de ovation, et aux Golden Globes, il y a eu pas mal de récompenses ici. Ouais, au Golden Globes, il a remporté le prix du meilleur film musical ou comédie, et Stone a remporté le prix de meilleure actrice dans un film musical ou comédie. Et ouais, c'est vrai que le film, tu sais, avant de le voir, je me dis, ils l'ont mis peut-être dans musical et comédie parce qu'ils savaient pas où le mettre. Mais en vrai, c'est dur je pense, de définir quel genre a le film, tu vois. Et c'est vrai que le film est quand même une comédie, je trouve. Il y a quand même énormément de moments comiques, quoi, dans le film. Donc, je pense qu'ils, pour une fois, ça fait un peu sens qu'ils l'ont mis dans comédie plus que drame, peut-être. Même s'il aurait pu être dans drame, hein, le film, hein, honnêtement. Oui, sur ces thématiques, tout, il aurait peut-être pu être dans drame, ouais. Ouais. Donc voilà. On passe à la critique. Ouais. I'm Bella Baxter, and there is a world to enjoy, traverse, circumnavigate. So Bella's so much to discover. Explore, bloods in me. Bella est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe Dr Godwin Baxter. Sous sa protection, elle a soif d'apprendre. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s'enfuit avec Duncan Winterburn, un avocat habile et débauché, et embarque pour une odyssée étourdissante à travers les continents. Imperméable aux préjugés de son époque, Bella est résolue à ne rien céder sur les principes d'égalité et de libération. C'est le synopsis du film. On va donner premièrement un petit avis rapide, peut-être avant de parler de certaines thématiques du film. Je vais commencer vite fait. Je vais dire que le film, j'ai bien aimé le film. Je pense pas que c'est le chef-d'œuvre du début d'année comme beaucoup de gens le disent, mais c'est pas. Je trouve que vraiment il réussit plutôt bien ce qu'il essaie d'entreprendre, même si j'ai quelques problèmes. Je trouve que le film, il en fait trop. Que ce soit sur la forme ou sur le fond, ça en fait trop, et j'en reviendrai
un peu juste après. Et pour moi, c'est sa plus grande qualité, mais c'est aussi son plus gros défaut, en fait, au film. Mais, faut quand même le dire, c'est très rare dans un cinéma hollywoodien aussi quadrillé d'avoir ce genre de production, que ce soit visuellement, bon, dans le fond peut-être un peu, mais en tout cas, au niveau visuel, c'est quand même assez fou de voir ce qu'on a eu, quoi. Et voilà, quoi, c'est un film qui reprend entre guillemets des thématiques de Yorgos Lanthimos, mais qui a une manière de les mettre en scène qui a énormément changé. Donc c'est un film qui est féministe, enfin en tout cas qui se revendique féministe, qui a des thématiques féministes. Et il reprend Emma Stone qu'il avait déjà repris dans La Favorite, il reprend le même scénariste. Il y a sa thématique de l'enfermement qu'il reprend, qu'il avait mis dans Canine. Et il y a puis tout ce rapport à l'amour, la quête d'identité qu'on avait vu dans The Lobster par exemple. Donc il y a vraiment pas mal de thématiques de Yorgos Lanthimos qui reviennent ici, sauf qu'il les traite de manière très différente et avec, sans être misanthrope pour le coup. Et toi Ista, qu'est-ce que t'as pensé rapidement du film? Moi, j'en suis sorti un peu mitigé, même un peu déçu au final parce que je l'attendais pas mal et le premier trailer m'avait plu de ouf. Ouais, j'ai plutôt aimé, on va dire la première moitié du film et au bout d'un moment j'ai décroché. En fait, je pense que c'est aussi un peu parce ce que t'as dit, je pense que c'est parce que le film il en fait trop. Et au bout d'un moment j'ai décroché. Je trouve qu'à un moment il y a une thématique dont t'as parlé que je trouve revient au bout d'un moment un peu trop et vers la fin j'en pouvais plus quoi. Je trouve que c'est trop. Et par contre moi visuellement j'adore. Moi quand on en fait des caisses, moi je l'avais déjà dit pour c'était le film Leave the World Behind. Voilà, ça en fait des caisses, mais ça j'aime bien moi quand la caméra bouge partout. Il y a plein de formats différents, tout ça. Il y a plein de couleurs différentes. T'aimes bien quand c'est dynamique. Ouais, c'est dynamique, il y a du noir et blanc, il y a de la couleur, il y a de tout, il y a des super écrans titres pour les chapitres entre plusieurs séquences. Moi j'aime beaucoup le visuel, mais ouais, ce que ça raconte et je suis pas vraiment rentré dedans et j'ai peut-être un peu de mal avec le truc de base, le synopsis de base quoi, l'intrigue de base, pas l'intrigue mais le concept de base quoi. Ah, le concept, ok. Autour du personnage de Bella, voilà. Ok, bah écoute, on en parlera, mais je suis d'accord que le film est trop long. Je l'ai pas dit de mon avis rapide, mais oui, je trouve qu'il y a, surtout la fin, on en reparlera en partie spoiler. Je trouve que là, au bout d'un moment, j'étais en mode bon, faut finir quoi. Là, tu te répètes quoi. Bref, on va commencer par parler de, je pense, l'univers visuel de Lanthimos dans ce film, parce qu'il est un peu aux antipodes de ce qu'on avait eu avant dans son cinéma. Donc là, on a un univers uchronique, un univers décalé. Comme ce que fait Lanthimos, hein, personne va, cet univers est normal pour les gens qui l'habitent, hein, mais pour nous, il est complètement étrange, tu vois. Il y a cette inspiration, voilà. Il y a plein de gens qui vont dire Frankenstein dans l'intrigue, mais en même temps visuellement, il y a un genre de Tim Burton a été cité souvent, enfin un ancien Tim Burton, Terry Gilliam aussi, je vois un peu le truc. Le Magicien d'Oz, parce qu'il y a une utilisation du noir et blanc. Puis on va passer à la couleur, et ça fait sens aussi avec le personnage de Bella. Donc il y a pas mal d'inspirations qu'on voyait plus trop, j'ai l'impression, au cinéma hollywoodien. Mais il y a un style très pictural, en tout cas dans les décors. On est dans un conte, définitivement là. Et pourtant, ce qui est assez étrange, mais qui est bienvenu, je trouve, c'est qu'il y a des lieux réels en fait. Donc on va à Londres, à Lisbonne, on va en Grèce sur un moment, à Athènes je crois, ou non, je sais plus quelle ville de Grèce. Alexandrie, oui, ça doit être. Et en fait c'était pas des vrais lieux, sauf qu'ils n'ont rien à voir avec les lieux tels qu'on les connaît, hein, même à l'époque du film, même si le film n'a pas vraiment d'époque déterminée. Je trouve que les décors, les tenues, c'est vraiment sublime. Les décors, il y a un mélange de époque victorienne, donc 19e siècle, avec un style parfois rétro-futuriste. Je pense à Lisbonne, où d'un moment il y a des espèces de moyens de navigation dans les espaces qui sont complètement futuristes, mais rétro-futuriste pour le coup. Un côté steampunk. Et voilà, on dirait il y a un mélange d'anciens et de rétro-futurisme mélangé. C'est assez, il y a un travail assez fou à ce niveau-là. Et au niveau des costumes, j'avais noté la costumière qui s'appelle Holly Waddington, du coup, qui est la costumière principale du film. Elle a fait les tenues de Bella sont incroyables. Au niveau des couleurs aussi, c'est incroyable. Et elle a dit que il y avait une volonté de représenter
de refléter l'évolution de Bella à travers sa garde-robe, des silhouettes les plus bouffantes de son époque aux robes corsetées qu'elle porte au point culminant du film. Et je trouve que ça se sent vraiment, parce qu'à la fin, elle a vraiment des tenues qui sont plus vraiment les mêmes que celles qu'elle avait quand elle était, parce que c'est un personnage enfant entre guillemets, donc au début, donc elle a des petites tenues assez particulières, et à la fin, elle a des tenues plus qui sont plus marquées, quoi, qui sont moins libérées, mais c'est parce que elle a grandi, et donc du coup elle a son propre style, quoi, qui est beaucoup plus marqué, quoi. Ça montre que le personnage a grandi, quoi. Même au niveau des musiques aussi, il y a un travail. Moi, j'adore les musiques du film, je trouve super. Même si j'ai un petit problème avec les musiques, mais je vais te le dire tout de suite. Les musiques, elles sont modernes, mais en même temps anciennes. Je sais pas comment dire, mais il y a un. Je sais pas, toi qui es plus musicien que moi, Ista, tu en parleras, mais je sais pas, il y a un côté ancien, nouveau avec les musiques. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je me souviens plus des musiques. Malheureusement. Tu te souviens pas du tout? Ok, non. Mais pas vraiment. Je sais que sur le coup, j'ai trouvé ça pas mal, mais ouais, là, elles m'ont pas marqué. Ok. Pas marqué du tout. Moi, j'ai un problème avec les musiques, c'est que même si je les aime bien, j'y trouve mais hyper appuyées, quoi, dans les moments dramatiques. Des fois, ça m'a pété les oreilles, genre vraiment. Oui, des fois, oui, ça, oui. J'avais vraiment mal aux oreilles, j'étais en mode, c'est bon, calme-toi, tu vois, calme le truc, tu vois. Et c'est pourtant dommage, parce que je trouve que c'est une bonne BO, pour le coup, quoi. Toi, vite fait, parce que là, je suis en train de déblatérer, qu'est-ce que tu penses de l'univers visuel du film, pour le coup? Bah, l'univers il est plutôt cool. Moi, j'ai des plans en tête. Je pense à un moment, il y a quand il fait un cours, là, le professeur, le Willem Dafoe, et tu vois un plan en contre-plongée, là, et tu as l'impression que ça fait des étages de ouf, là, je sais pas si tu vois, les mecs qui sont un espèce d'amphithéâtre rond. Ouais, voilà, une espèce d'amphithéâtre. Et je sais pas, ça fait une espèce de tour, comment c'est tourné, c'est trop bizarre, et ça fait, ça m'a assez marqué. Tu parlais de moyen de locomotion, ouais, je sais qu'il y a un moment aussi, c'est au début du film, il y a une calèche, et j'ai cru qu'il y avait un cheval, et après, il tourne le truc, et je fais, ah, mais non, mais il y a pas de cheval, en fait, c'est juste une tête, mais en fait, c'est un truc motorisé. Et c'est que je dis, what the fuck, quoi. Ouais, non, l'univers, oui, je le trouve cool, et c'est très, très coloré, ça, c'est plutôt chouette. Je sais pas, mais l'univers coloré, il y a un côté peinture, mais tu sais, je sais pas comment on dit. Quand tu prends de la couleur et tu sais, tu l'éponges sur une toile. Je sais pas comment tu vois ce que je veux dire. Ah là là. Je sais pas, j'irais de l'aquarelle, mais. Ouais, voilà, parfait. C'était ça que je cherchais. Il y a un côté aquarelle sur le ciel, qui est des ciels bleus, roses. Enfin, c'est très beau, genre, c'est vraiment. Oui, c'est pas des vrais ciels, là. Non. On voit que c'est un peu peinturé, mais c'est ce qui fait partie du charme du conte du film, quoi. Et en fait, ils ont utilisé apparemment, ils ont fait un mélange de peinture, mais en même temps, ils ont utilisé l'écran LED, aussi pour les représenter. Le volume, quoi. Je crois qu'ils ont utilisé le volume, quoi. Des fois, ça sent un peu, je trouve, moi. Tu trouves? Je l'ai un peu senti. Ouais, il y a une séquence où je l'ai un peu senti, c'est la séquence où elle mange avec Winterbaum. Quand ils sont à Lisbonne? C'est en Italie? Non, ça doit être à Lisbonne, ouais. Ça doit être à Lisbonne. C'est le premier arrêt où ils sont. Ouais, c'est là, je pense. Où ils mangent dehors, et je trouve que ça sent que c'est en studio, quoi. Moi, j'ai trouvé que ça se sentait à ce moment-là. Mais pas tout le temps, mais... Non, mais en fait, je sens le studio, mais je m'en fous parce que, je sens le conte plus que le studio, tu vois. Je sais pas un truc, je vois évidemment que c'est pas réaliste, tu vois, le truc, je vois que c'est assumé comme un truc peint, un univers complètement spécial, quoi. Et d'ailleurs, c'est vraiment différent de tout, parce que ces univers, ils sont d'habitude très froids, hein, à lui, hein. Dans La Favorite, il me semble qu'il y avait pas mal de couleurs, c'est vrai. Il me semble, mais dans ses premiers films, c'était pas du tout comme ça, quoi. Et ça, d'ailleurs, ça se rapprochait du réel, hein, ces autres films. Il y avait pas d'envolée, voilà, mais c'est pour ça que je dis aussi que c'est assez spécial, c'est qu'à Hollywood, dans des carcans très quadrillés, hein, là, je trouve que l'univers visuel du film, il détonne. Je vois rarement ça dans le cinéma hollywoodien, quoi. Enfin, à tel point poussé, quoi. Oui, c'est vrai, ouais, parce que il est quand même pas non plus, c'est pas un film à 5 millions de dollars, quoi. C'est pas non plus je sais pas si on peut dire si c'est un film indé, je pense pas. Je dirais pas que c'est un film indé, c'est quand même dans Hollywood, mais voilà, c'est ça, 35-40 millions de dollars, c'est pas un blockbuster, en vrai. C'est pas un blockbuster, mais bon, quand même, il y a Emma Stone en tête, il y a Mark Ruffalo, t'as un casting, ouais. Donc bon, c'est pas le film des planctons avec 3 mecs inconnus dans un festival fauché, quoi. Donc, voilà. Oui, c'est pas Aftersun ou Past Lives ou ce genre de choses, quoi. Oui. C'est quand même un peu plus. Oui, c'est vrai que dans ce sens-là, c'est vrai que c'est assez osé quand même comme film.
Et d'ailleurs, 35 millions de budget pour avoir visuellement ça, c'est quand même assez fort. Hein. Je tiens à dire quand même, parce que on n'en parle pas forcément, mais il y a des films qui sont beaucoup plus moches et qui ont moins d'ambition. Enfin bref. Par contre, moi j'ai un peu plus de réserve sur la mise en scène. Ok. Que toi, je pense que tu vas dire, parle-nous-en, mais je pense que toi t'aimes bien tous ces effets qu'il utilise, ces longues focales, le fisheye. Ouais, bah moi j'ai pas les noms parce que toi tu connais mieux la technique, mais oui, les travelling et tout, ça bouge pendant qu'ils mangent, ou le truc où ça fait un espèce d'effet oblique là, ovale. Le fisheye, le grand angle. Ouais, le fisheye et tout, ouais, je trouve ça sympa, je sais pas, moi j'aime bien que ça arrête pas de changer et tout. Même si je trouve que en fait c'est au début ça bouge beaucoup et je trouve que ça se calme un peu vers le milieu du film. Oui, bah après ça je pense c'est thématiquement c'est ce que je pense c'est approprié, tu vois. C'est que il y a des trucs que je comprends pas dans le film, c'est que des fois ils utilisent des longues focales. Donc les longues focales c'est quand il y a un personnage qui est très net et en fait tout est flou autour de lui. Et des fois il y a des moments où genre Mark Ruffalo, on a un cut sur lui et tout est en longue focale et tout, et je sais pas pourquoi, je suis en mode ok. Et le fisheye, du coup le grand angle, donc c'est un objectif déformant qui déforme les perspectives de l'image. C'est comme si en fait on regardait par un Judas, en fait. Voilà, c'est ça l'exposition. Oui, c'est ça. On regarde par un Judas, il y a cet effet, que tout le monde connaît. Et bah c'est ça sur la pellicule. Et je trouve qu'il en met trop. Je trouve qu'au bout d'un moment j'en peux plus, quoi. Et même si toi t'aimes pas Jean-Pierre Jeunet, toi. Je déteste pas Jean-Pierre Jeunet. Après, je vais pas te dire. Non, mais parce que Jean-Pierre Jeunet, il utilise à mort le fisheye, c'est pour ça. C'est possible. Mais après, je t'avoue que les films de Jean-Pierre Jeunet, je les ai pas vus depuis longtemps. Enfin, il y en a beaucoup que j'ai pas vu depuis longtemps. Donc je serais pas mon avis définitif, tu vois. Mais genre là, il l'utilise, mais au bout d'un moment, j'en pouvais plus, comme dans la première partie. Même si je sais pourquoi il le fait. Je pense qu'il le fait pour mettre le spectateur au niveau du point de vue Non, c'est pas ça. Moi, je pense pas. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que c'est parce que c'est un point de vue omniscient. Moi, je pense qu'il nous met du point de vue de Bella, qui est dans un monde étriqué et qu'elle découvre ce monde étriqué. Moi, je pense que c'est plus pour ça, pour le coup. Mais au bout du 50e, t'en peux plus, quoi. Parce qu'en plus, tu vois, ça veut accentuer ce monde assez bizarre, mais en fait le monde, juste la DA, je trouve elle était déjà extrêmement forte, et en fait j'ai l'impression qu'il fait que appuyer ce qu'on voit en fait, et du coup il fait complètement des esbroufs pour moi, dans plein d'effets, quoi. Et en plus le film commence en noir et blanc d'ailleurs pour passer à la couleur, donc ça représente l'émancipation de Bella qui, une fois qu'elle part de la maison vers un couleur, je trouve ça un peu lourd. Je trouve ça un peu lourd au bout d'un moment, tu sais, t'étais vraiment pas obligé. Voilà, je trouve qu'il multiplie les effets, mais je pense qu'il multiplie les effets un peu putassiers parce que maintenant il a du budget et il s'inscrit dans une industrie, je pense, où c'est un peu peut-être ça, c'est un peu plus la mode de faire ça, tu vois. Après, je vais pas me plaindre, je préfère un film qui fait trop, qui fait pas assez, tu vois. Genre le film, voilà, il y a des idées de partout. Un peu trop, mais bon, on va pas s'en plaindre non plus, je dirais, tu vois. Ouais, non, moi j'ai trouvé ça cool. Après, je suis d'accord avec toi sur le noir et blanc, j'ai trouvé un peu long. En fait, je crois que c'est tout le premier chapitre, c'est pour ça, en fait, c'est juste avant qu'elle parte. Ouais, sur le coup, je me suis demandé, mais pourquoi c'est en noir et blanc? Parce que, le trailer était tout en couleur, quoi. Donc, sur le coup, j'ai pas compris, mais... ça fait très Magicien d'Oz aussi, hein. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est pour montrer l'émancipation de Bella dès que ça passe en couleur dès qu'elle sort, qu'elle part en fait de la maison. Donc je pense que c'est pour ça qu'il fait ça, mais je trouve ça un peu lourd personnellement, quoi. Pour moi c'est un des défauts du film. Mais en même temps, tellement le film en fait trop que tu sais, j'ai envie de limite de un peu pardonner, tu vois, pardonner à ça au film, tu vois. Tu te dis bon. Donc voilà quoi. On va passer sur un aspect un peu plus scénaristique. Donc on va parler de le personnage principal, parce que c'est le personnage où le film gravite complètement autour. Le film Emma Stone, est-ce que elle va mériter son Oscar, parce qu'elle a déjà raflé tous les prix clairement, et elle est bien partie pour avoir l'Oscar. En tout cas, ça se joue entre elle et Lily Gladstone. Est-ce que tu aimes bien le personnage de Emma Stone? Est-ce que tu la trouves réussie? Enfin, son personnage comme son interprétation pour le coup. Je sais pas. Hein. Je disais que j'avais un problème avec le concept et le côté, le fait que ce soit le cerveau d'un nourrisson dans le corps d'un adulte. Ouais, j'ai un peu de mal. J'ai plus l'impression de voir Emma Stone qui fait n'importe quoi. Et j'y crois pas trop, quoi. J'ai beaucoup de mal à y croire. Ah ouais? Ouais, je sais pas. Ça marche pas trop sur moi. Elle m'a un peu fatigué. Donc moi je sais pas, je suis mitigé. Moi je le donnerais à Lily Gladstone, voilà.
c'est chaud. Je le donne à Lily Gladstone. Mais ouais, j'ai pas trop accroché à ce personnage en vrai. Et ouais, je trouve qu'il évolue très très vite aussi. Pour le cerveau de l'adolescent, ça dans un très conte, vite, quoi. on est dans un conte. C'est pas un truc réaliste, tu vois. Genre, c'est évidemment que la meuf, elle part 1 an, a pris toute la vie, tu vois. Ouais, c'est ça. On est dans un conte. Ouais, mais ça ouais, je vois ce que tu veux dire, mais moi, je sais pas, ça me dérange un peu. Ok, je vois ce que tu veux dire. Moi, je l'ai vraiment pris comme un conte, le film. Donc, je sais qu'il y avait des polémiques vis-à-vis du fait que, elle a un cerveau d'enfant dans un corps d'adulte. Voilà, mais on est dans un conte, c'est pas un truc réaliste. Donc, le parcours du personnage, parce qu'il y a énormément de sexualité dans le film aussi, on en parlera après. C'est un truc qui est pas dans un univers réaliste. Moi, ça me dérange pas, entre guillemets, parce que s'il y a un décalage qui est clairement fait avec le film, clairement assumé, tu vois. C'est pas un truc qu'il faut prendre au premier degré. Mais moi, Emma Stone, moi, j'ai été charmé. Et c'est pas parce que je suis amoureux d'Emma Stone, je te le dis direct. Ça n'a rien à voir. Non, en fait, on suit Bella qui a un récit d'initiatique d'émancipation, voilà, qui a une quête d'identité aussi, surtout de se trouver qui elle est. Et voilà, et je trouve qu'Emma Stone, mais elle est vraiment, mais pour moi, parfaite, quoi. Quand elle joue cet adulte enfant qui grandit, franchement, ses expressions faciales, vocales, ses déplacements, où elle a du mal à utiliser son corps au début et tout, mais bon, en fait, moi, je savais qu'Emma Stone, c'était une super actrice, voilà, pas de doute. Mais là, pour le coup, je trouve que c'était vraiment un rôle, c'est peut-être un de ses meilleurs rôles qu'elle ait eu, pour le coup. Ouais. Tant là, elle a montré une palette que moi, je trouve incroyable. Là, pour le coup, la manière dont elle utilise son corps pour donner vie à Bella, c'est un truc de fou, moi, je trouve. Parce que tu la compares du début à la fin, elle a vraiment une vraie évolution tout au long du film. Oui, ça, oui. Elle évolue cérébralement aussi, hein, au début, elle est très impulsive. Elle est très, voilà, et après, elle a beaucoup plus de maîtrise de son corps et de son esprit. Et voilà, c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans le film. C'est ça qui m'accroche aussi dans le film, c'est de suivre Bella. Parce que c'est vraiment, moi, c'est vraiment elle qui m'a emporté. J'ai même un problème d'ailleurs avec le fait que certaines séquences sont pas avec Bella, et en mode, c'est un peu chiant. Mais voilà, c'est un personnage qui écoute d'abord ses envies, ses sens, son instinct, son envie de découverte, qui va se cultiver et apprendre, la dure réalité du monde. Et même, le film va plus loin parce qu'elle va se politiser. Même à un moment, on parle de socialisme. Bon, même si il y a une petite limite avec ça, j'en parlerai plus tard, c'est que c'est très léger, hein. Voilà, surtout sur la partie politique, socialisme, de pauvreté du monde. Encore sur le féminisme, je trouve que c'est un peu mieux. C'est ça, oui. Ouais, mais alors sur ce côté-là, oui, c'est un peu bon, voilà quoi. La meuf, elle voit des pauvres, elle est triste, et bon voilà, on passe aux choses. Tu vois, c'est un peu ça. Mais je trouve que il y a un vraiment, je trouve qu'elle, pour moi, elle mérite l'Oscar. Si elle l'a, bon, Lily Gladstone ne déméritera pas, mais là vraiment, je trouve que c'est sa meilleure. Peut-être sa meilleure performance, je pense, à Emma Stone. Je réfléchis, mais Oui, non, mais je pense aussi, hein. Je pense aussi, si je réfléchis à ce qu'elle a fait, bon, ça a jamais été. Oh, doucement. Tiens, là, c'est pas des rôles de composition, quoi. Enfin. Quand même, moi, je trouve que, déjà, la favorite, je trouve qu'elle avait un rôle. La favorite, peut-être, ouais. Un vrai rôle, et après, bon, moi, je trouve que mais après, moi, c'est, voilà, je pense à Gwen, je pense à La La Land. Oui, quoi. Ouais, moi je trouve Birdman, je trouve qu'elle avait fait une super perf aussi. Enfin, en fait, je la trouve toujours bien. Mais après, elle avait des rôles plus ou moins difficiles, tu vois, plus ou moins de composition. Mais moi, par exemple, La La Land, elle fait pas un rôle de composition, voilà. Mais je trouve qu'elle est super, en fait, en tant que jeune elle est bien, actrice. Elle est bien. Non, mais parce qu'elle se joue un peu elle-même aussi, hein, dans La La Land. Tu vois, il y a ce côté-là. Là, je trouve qu'elle se joue pas vraiment elle-même. Enfin, normal. Ça, c'est spécial que ce qu'elle joue. Et voilà. Et juste avant aborder la partie peut-être plus politique du film, entre guillemets, je trouve que le film est très drôle. Genre vraiment, moi j'ai vraiment rigolé, quoi. Et en partie du fait que Emma Stone et Mark Ruffalo, à chaque fois ils ont un duo qui est incroyable, je trouve, dans le film. Mais le film, il arrive bien, enfin je trouve Yorgos Lanthimos, il arrive bien à s'amuser de son univers, genre décalé. On a souvent des scènes complètement burlesque. Il y a un moment, une scène de danse où ils sont en train de danser, Mark Ruffalo et Emma Stone, et c'est n'importe quoi. Et il y a des répliques où, parce qu'elle est constamment en train de déjouer les conventions sociales, entre guillemets, et à chaque fois ça donne des scènes hyper drôles, je trouve. Et Mark Ruffalo, il est je l'avais jamais, je pense que c'est son meilleur rôle que j'ai vu de ma vie, Mark Ruffalo. Il est ridicule, mais vraiment succulent, quoi. À Paris. En fait, quand il est à Paris, c'est le festival, quoi. À la fin, il est vraiment, mais
mais enfin il est vraiment ridicule et c'est vraiment drôle quoi. Et voilà, moi j'aime bien suivre Bella, elle a vraiment une joie de vivre qui est hyper communicative, je trouve. Et vraiment, moi, dans la première partie du film, je m'ennuie quasiment pas, en fait. Il y a tout qui semble vraiment fluide. Et après, bon, je trouve qu'il y a quelques problèmes de longueur, surtout vers le milieu du film et vers la fin aussi du film. Il y a des séquences. C'est l'enfer, hein. T'abuses un peu en disant c'est un enfer. Mais oui, c'est trop long. On en reparlera en spoiler. Il y a des parties en fait où Bella, elle est partie dans son voyage initiatique, voilà, avec Mark Ruffalo. Et en fait, on a des côtés, on suit Willem Dafoe et son apprenti, en fait, sur d'un autre côté. Et genre, je trouve ça chiant, en fait, parce que je trouve qu'il y a plus rien à dire en fait quand on est du côté de Willem Dafoe, qui, sans spoiler. Va faire une autre expérience de son côté et en fait c'est pas intéressant, je trouve, c'est pas développé, ça amène rien. Enfin, je trouve ça extrêmement étrange qu'ils mettent ce côté-là. Ouais, ça amène juste une réplique à la fin avec Bella, mais bon, oui, ça amène rien de spécial. Hein. Surtout que le personnage de Willem Dafoe et de Rami, comment il s'appelle, Rami Youssef. Rami Youssef, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Je crois que c'était ça. De Rami Youssef, je trouve qu'ils sont intéressants quand il y a Emma Stone. En fait avec eux. Oui. Et en fait quand elle est plus là, bah tout leur arc dont on reviendra après, bah il est beaucoup moins marquant, beaucoup moins intéressant, tu vois, pour le coup. Mais qu'est-ce que tu penses toi des autres personnages globalement des autres performances? Bah oui, bah je suis un peu du même avis que toi. Je dirais oui que c'est que Bella qui fait ressortir un peu les personnages parce que Rami Youssef et Willem Dafoe, bon à part pour ça donne pas grand chose au final quand on les suit. Après c'est pas il y a pas beaucoup, j'ai l'impression qu'il y a pas beaucoup de trucs avec eux. J'ai pas le souvenir que c'était assez long, donc ça va. Mais ouais, en fait c'est plus le côté Bella avec un autre personnage qui crée quelque chose, alors que les persos tout seuls, n'est pas très. Enfin, même Mark Ruffalo au tout début, quand tu le vois avec Willem Dafoe, bah y a rien. En plus, lui c'est juste un coureur du jupon, quoi. Mais c'est qu'est-ce qui va se créer à Lisbonne et dans le bateau, voilà quoi, qui va vraiment créer un truc, quoi. En fait, tout ce qui est autour de Bella en fait est bien, ce qu'il fallait montrer, et après ça part en couille. Mais d'ailleurs, c'est un récit où Bella, du coup, le personnage d'Emma Stone, elle est entourée d'hommes qui veulent la contrôler. En fait, c'est ça l'histoire du film, c'est Bella qui va s'émanciper des conventions sociales et des hommes qui veulent qui ont une masculinité toxique. Donc on a la vision du père qui veut la contraindre. Le premier homme toxique de sa vie, c'est son père, c'est Willem Dafoe, qui veut la contraindre et qui la traite comme son animal, hein, presque au début, hein, qui est très paternaliste avec elle, qui veut pas la laisser partir. Puis on a celui qui veut la marier, qui veut la mettre dans un contrat de mariage hyper restrictif et tout, parce qu'il est tombé amoureux d'elle. Et puis Mark Ruffalo, tout le film, alors lui c'est le festival. Au début, il l'emmène en voyage et en fait il veut la contrôler, mais bon, elle c'est pas vraiment un spoil, mais voilà, va s'émanciper de tout ça, et donc du coup lui il va pas être très content de tous ces trucs. Et on a un autre personnage à la fin aussi, donc je peux pas révéler tout de suite, qui vient et qui reparle encore de ça. Est-ce qu'on passe en partie spoiler peut-être pour aborder ça, je me dis. Ouais, on peut passer en partie spoiler. Et ben on va partir en partie spoiler, donc on va spoiler à balle. Et ben en fait, Bella c'est l'objet de toutes les peurs masculines toxiques en fait du film. Et en fait, c'est ce qui est marrant, parce que ce qui est l'objet des peurs des hommes dans ce film qui est Bella, en fait ça va révéler au fur et à mesure du film qui sont les vraies horreurs du film, qui sont les hommes en fait. Et ce que j'aime bien par contre, c'est que c'est pas manichéen, tu vois, pour le coup. Ils auraient pu faire un truc, bon, ça aurait pas été dérangeant de faire un truc manichéen, mais pour le coup, je trouve que les personnages masculins, ils sont pas, à part peut-être le personnage de Mark Ruffalo quand même, faut pas déconner. Oui, Mark Ruffalo, oui. Où là, c'est vraiment. Oui, mais les autres sont pas, voilà. Mais les autres, ils ont. Le père, il veut la protéger un peu quand même. Enfin voilà, c'est pas quelqu'un de mauvais. Bah voilà, tu vois, genre Mark Ruffalo. Au début, tu crois qu'il veut une sorte d'émancipation pour Emma Stone, mais en fait non, c'est un gros connard, un homme à femme. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que lui, c'est un homme à femme, mais il veut pas que le Bella le soit. Donc ça, l'inverse, ça va pas. Ouais. Voilà, c'est ça, quoi. Et voilà, et je trouve que tous les personnages, genre le personnage de Willem Dafoe,
que je pouvais voir assez caricatural au début. Il a un vrai arc en fait, ce personnage, parce qu'au début il ne veut pas qu'elle s'émancipe, il veut pas qu'elle parte, mais en fait c'est lié à son passé, parce que lui il parle de son père souvent, son père qu'il a lui-même traité comme une expérience, parce que lui il est complètement déformé, il a il a un tube pour manger dans son suc gastrique. Ouais, il fait des bulles là, c'est trop chelou. Ouais, il a des bulles et tout. Et en fait, on voit qu'au début, il traite Bella comme son père l'a traité lui, et qu'en fait, à la fin, il a une sorte de, il devient le vrai père que Bella aurait voulu avoir. Il devient vraiment compatissant avec elle, et même il insulte même son père à la fin. Et il dit que son père c'était un connard, alors qu'au début, il était en mode non, c'était un vrai scientifique, voilà. Alors que non, il a une vraie évolution. Tu vois, c'est ça que j'aime bien aussi. Oui, il dit que il dit que son père, il l'a créé, donc ça devait être comme ça, que voilà, sinon il aurait pas été aussi intelligent, tout ça quoi. Ouais, tu sais, il le défend beaucoup son père au début, et puis à la fin, non, c'est un connard, quoi, de faire ça. C'est pas un vrai père, quoi. Ouais. Et voilà, et il y a un autre aspect qu'on peut parler, c'est peut-être la sexualité dans le film, le sexe. Ouais. C'était trop pour toi ou pas, Ista? Ouais, un peu trop. Ah ouais? Ouais, moi je trouve que ça s'éternise à Paris, là, j'en pouvais plus. Ouais, je suis d'accord. Même si c'est drôle des fois quand il y a celui qui apprend à ses enfants, tout ça, il y a des trucs, il y a une espèce de Gollum là, à un moment, c'était bizarre, mais ouais, c'était peut-être trop au bout d'un moment. Mais je trouve que le film se répète beaucoup sur plusieurs trucs comme ça, pas que sur la sexualité, mais c'est aussi sur l'enfermement. En fait, sur tous ces thèmes, il se répète beaucoup, je trouve. Au bout d'un moment, je trouvais, à la fin. Je suis d'accord sur la partie à Paris surtout. Je trouve que c'est là où. Ouais. Quand elle rentre dans le bordel et que j'avoue que ça dure trop longtemps en fait. Elle pourrait y aller, mais ça dure. Au bout d'un moment t'en peux plus quoi. Ouais, c'est ça. T'es en mode, t'en peux plus. C'est que voilà, c'est comme à chaque fois. En fait, dans ce film, c'est comme tout est trop appuyé, tout est trop long dans ce truc-là. Tu te dis mais non, mais passe à autre chose. On a compris. Pour le coup, j'ai une question qui va te fâcher peut-être. Est-ce que le film est plus féministe que Barbie? La vraie question. Est-ce qu'il va plus loin? Est-ce qu'il va plus loin? En vrai, moi, je dirais qu'il fait pas. Enfin, pareil. Non. Enfin, moi, je les mettrais au même niveau. Hein, ouais. Parce que il y a quand même un message sur les travailleuses du sexe, sur la féminité, la sexualité féminine, comme tu parlais du fait des hommes qui veulent contrôler les femmes. Voilà. Après, ça irait peut-être plus sur le sexe dans. C'est plus montré déjà. Déjà c'est beaucoup plus beaucoup moins limité que Barbie, tu vois. Après moi je trouve que ça marche mieux en tout cas, parce que la question que j'ai posée elle est horrible, c'est plus féministe que Barbie, mais je trouve que elle le représente mieux en tout cas ce côté féministe, parce que déjà je trouve qu'elle va plus loin parce qu'elle te montre plus. Déjà ce film il est pas interdit, au moins il y a pas de Mattel derrière ou quoi, tu vois. Là il est un peu libre de montrer ce qu'il veut, et les personnages sont moins manichéens aussi, je trouve, que dans Barbie, tu vois, par exemple. Ouais, après, oui. Après, c'est Barbie, tu vas me dire, oui, mais. Ken, c'est, voilà, bon. Mais pour le coup, je trouve que ça va quand même un peu plus loin. Et surtout que Barbie, pour revenir sur le film, il est un peu parasité par le fait que, Ken, il est plus intéressant que Barbie, quoi. Oui, il y a, ça c'est un débat, mais oui, que Ken devient un peu le héros du film, enfin le héros, presque le premier rôle du film à un moment. Enfin, le truc qui est le plus revenu du film, c'est plus Ryan Gosling que qui a un vrai parcours en fait. Il a un vrai parcours du film, alors que Margot Robbie, elle est plus elle a un parcours aussi, mais il est moins bien fait. C'est ça. Ironiquement. Mais d'ailleurs, ce qui marchait moins, je trouve, dans Barbie, c'est le parcours du personnage principal. Le parcours de Bella, c'est le plus important, c'est le plus intéressant du film. Oui, ça, oui. Donc, alors que là, dans Barbie, c'est quand même fou, quoi, de se dire ça, que le parcours le plus intéressant, c'est Ryan Gosling, quoi, qui fait des chansons. Ouais. Et t'es en mode, voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est quand même un peu mieux fait. Mais après, je suis d'accord, c'est pas non plus le tract de féministe le plus marqué non plus, quoi. Oui. Et même le côté socialisme, voilà, quoi. Il y a des pauvres dans le monde, je suis socialiste, d'accord, mais. Oui, tu vois, genre, j'ai fait à l'Assemblée Générale, à un moment, elle y va, là, avec ça. Ouais. Tu vois, c'est quand même non plus plutôt que le plus fou que j'ai vu de ma vie, quoi. Mais après, voilà, je trouve pas que c'est mal fait, pour le coup, même si c'est très en surface. Non, c'est pas mal fait. Non, c'est pas mal fait. Ça, non, mais je trouve que le message, il est là, et il est peut-être un peu bourrin, mais il est là, quoi. Oui, clairement. Voilà.
Mais par contre, j'ai vu quelqu'un qui en parlait sur Twitter, je sais plus qui c'était, qui parlait que les mentions par la sexualité des femmes, c'est un truc que beaucoup, en fait, c'est les hommes qui font ça, c'est aussi. Et c'est vrai que, que les réalisateurs hommes qui font des films sur les féministes, c'est parfaitement, ils sont parfaitement droits évidemment, mais que souvent c'est représenté par une émancipation, une émancipation par la sexualité, genre par le sexe libéré et tout, et que ça revient souvent. Et ça parlait d'un film qui s'appelle Showgirls de qu'on a parlé récemment, et que qu'il y a beaucoup de cinéastes qui parlent de l'émancipation des femmes par ça, et que, oui, c'est vrai que ça fait un peu les hommes voient la femme qui s'émancipe par le sexe, tu vois. Ça fait un peu ça, tu vois, pour le coup, mais il y a un côté comme ça, ouais. Même si je trouve que c'est pas mal fait dans le film, pour le coup. Non, mais c'est vrai, c'est vrai que c'est sur Barbie, c'est différent parce que c'est réalisé par une femme, donc peut-être bon, après tu dis il y a pas de Mattel aussi, mais bon. Après c'est tu vois, genre je trouve que le film de Lanthimos, il est peut-être mieux réussi sur le féminisme que le film Barbie qui est fait par une femme, donc ça veut pas dire que c'est fait par une femme, mais pour le coup d'avoir peut-être un moyen d'émancipation différent, c'est peut-être le fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui représentent le féminisme au cinéma, tu vois. Peut-être aussi c'est ça, tu vois. Ah oui, tu veux dire qu'il y a pas beaucoup de femmes qui ont fait des films sur le féminisme? En tout cas à Hollywood, parce que non, à Hollywood, je parle d'un truc hollywoodien. On va nous sortir des films sinon, mais voilà. On va dire qu'il y a pas beaucoup de réalisatrices déjà à la base, donc ouais. Bah oui, ils sont beaucoup moins mis en avant, et surtout à Hollywood. Bref. C'est ça. Mais du coup, maintenant qu'on est en partie spoiler, on peut parler du truc de Willem Dafoe qui fait que je comprends pas. Quoi donc? C'est que tu sais, il y a le personnage de Bella, enfin de Bella qui part, et il s'ennuie, et du coup il crée un autre et du coup il y a Margaret Qualley qui est quand même une actrice qui est un peu reconnue qui est là, mais pourquoi, genre t'es en mode mais pourquoi on se tape ces trucs là, quoi, c'est genre hyper ennuyeux et pas intéressant, tu vois. Ouais, ça mène à rien. Je disais, ça mène juste à une phrase à la fin où elle dit vous êtes des monstres, voilà, c'est tout. Mais ça mène à rien du tout, quoi, cette histoire là. Ouais, elle est là. Après, il y a peut-être un arc qui a été coupé au montage, je sais pas, parce que c'est bizarre quand même un peu. Mais, je pense même pas, je pense vraiment que c'est ça qu'on a montré, quoi. De toute façon, il y a rien de plus à dire. C'était juste pour montrer que, Bella leur manquait, donc ils ont créé une autre Bella, quoi. Elle est pas aussi intelligente et tout, quoi. Je sais pas. Mais c'est, ouais. Ouais, ça fait redite pour rien, je sais pas. Pas complètement. Après, comme moi je disais, les redites, voilà. Ça en est une, par exemple. Ah oui, mais je suis d'accord. Que ce soit d'ailleurs dans le bordel, voilà, parce que en vrai, juste avant le bordel, je trouve qu'il y avait un vrai bon truc. Déjà le duo Mark Ruffalo et Emma Stone, ils sont super, voilà les deux. Mais après ils arrivent sur le bateau, et là elle représente elle va voir deux figures, une figure féminine, masculine. Donc une figure féminine qui est sur le bateau, qui est vieille et qui a une autre approche de la sexualité. Elle a dit qu'elle a pas couché depuis 20 ans et que c'est pas un problème du tout pour elle, tu vois. Donc il y a, tu sais, on te montre qu'il y a d'autres manières d'envisager la sexualité par les femmes, tu vois, que celle que Bella a. On te montre un homme aussi qui va lui montrer le socialisme, voilà, qui va introduire à autre chose. Donc voilà, les gens qui vont dire que le film est un truc contre les hommes, non, pas du tout. Et, parce que je sens déjà certaines critiques. Oui. Mais je trouve que t'arrives à la maison close et ça devient répétitif, et la fin, on peut en parler, mais la fin, on arrive à la fin où le mariage, elle se marie du coup avec Rami Youssef, qui lui aussi a un parcours, et il apprend à l'aimer, et ça se passe très bien. Et on croit que ça va se finir. C'est ça, moi j'étais en mode c'est la fin du film, c'est bon. Et là, hop, qu'est-ce qui se passe? Mark Ruffalo arrive. Il est trop drôle son arrivée avec Ruffalo. Et qu'est-ce qui se passe, Istra? C'est parce qu'il y a le mari de la femme qui est décédée, qui a le cerveau, qui s'appelle Victoria, il me semble, c'est la femme qui s'est suicidée, et donc son mari vient la récupérer, et voilà. Et en fait, moi, le problème que j'ai, c'est qu'après, il la prend, donc elle vient avec lui, et puis en fait, il l'enferme, elle peut plus partir. Et je me dis, le thème de l'enfermement 4 fois dans le film, au bout d'un moment, ça va, quoi. C'est... Bah ouais, surtout que t'as l'impression qu'au moment où elle va se marier, son parcours, il est terminé, à Emma Stone. Et oui, en plus, il y a ça qui revient pour te redire, où elle va revivre, entre guillemets, tout ce qu'elle a vécu depuis le début, tu vois, plus les violences
faite aux femmes aussi. Mais Ouais. genre un truc hyper appuyé, genre le mari il arrive et est en mode t'es ma femme, t'es à moi, hein, et genre là ça devient hyper caricatural. tu Ouais, sais plus, c'est ça. tu sais plus ce qui se passe, mais qu'est-ce qui se passe quoi. Et c'est la somme de tout ce qu'on a vu dans le film qui sert à rien. T'as 10 minutes en plus dans le film gratuit. Et bon, Complètement. En plus, c'est résolu en 2 secondes, hein, cette histoire-là. bah ça dure 10 minutes quoi tout ça. Ouais. Et après bon la fin est drôle, Ouais. là le plan de fin et tout, là où elle reprend l'ascendant et tout voilà, mais ça c'est drôle, mais c'était pas nécessaire du tout quoi. Non, bah non. Moi, pour moi, ça aurait dû s'arrêter au mariage. Je veux dire, ça, c'est. Bah c'est là où on dit que le film en fait trop, clairement. Ouais. Là, moi, j'ai trouvé ça lourd, en fait. Je trouve là, toutes ces dernières parties, j'ai trouvé ça lourd. Moi, j'étais vraiment en mode c'est fini. Et puis ça relance un truc. Je suis quoi? C'est ça. Non mais je suis d'accord. Putain, voilà. Et puis ça, en fait, ça dure 10 minutes, mais en fait, en même temps, ça dure longtemps, mais pas longtemps aussi, parce qu'au final, ça développe pas grand-chose dans cette partie-là. C'est. Ouais. Bah, en fait, ça parle des domestiques là, mais t'as pas le temps de. Oui, c'est trop expédié. En même temps, ça prend trop de place Ouais. dans le film pour ce que c'est. Donc autant l'enlever. En fait, toute cette partie-là, il aurait dû couper et juste faire que le mariage arrive. Ou le pire, Mark Bah ouais, Ruffalo, c'est il ça. arrive, il fait non, et puis voilà, on rigole. Tu vois, et puis, Ouais, voilà. puis c'est bon, tu vois. Mais ouais. C'est assez dommage. Moi, je trouve que le film, je l'aime bien. Tu vois. Vraiment, je trouve que c'est un bon Ok. film. Mhm. Mais qui est gâché par son trop plein. Voilà. Je pense qu'il va rafler. Il y a moyen qu'il rafle des Oscars ou des trucs. Ah, je pense aussi, oui. Maintenant, j'espère que Nolan va l'avoir pour faire réalisateur quand même, pour le coup. Oui, on a Nolan Zouz, oui. mais voilà. Bah, ici, on aime bien Nolan. Voilà. Je l'annonce. On n'aime pas Tenet, mais on aime bien Nolan. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais gros, en bilan, voilà, pour me donner notre avis final, moi je trouve que c'est un bon film, avec une Emma Stone que je trouve vraiment incroyable. Mais même d'ailleurs, je dis Emma Stone, mais Willem Dafoe, Mark Ruffalo, Rami Oui, Youssef, aussi, ils sont bien sûr. tous géniaux. Bien sûr, hein. Vraiment, le film est extrêmement drôle. Je trouve qu'ils jouent vraiment. Là, on a peut-être pas dit assez, mais moi j'ai vraiment rigolé. La salle a vraiment rigolé à tout ce qui se passait. Et moi, c'est à Paris une seule fois. Mais quoi c'est le Nord-Est. Hein. Bon, ok. Selon votre localisation, ça t'aurait plus rigolé que d'autres. Mais voilà, je trouve que c'est un film qui réussit plus ou moins ce qu'il fait, mais qui a un trop plein, qui est trop appuyé. Ouais, ok. Moi, je trouve que c'est un bon film, mais je l'ai pas aimé. Voilà, en gros, c'est T'es pas plus ça, rentré le dedans truc. pleinement, ouais. Je suis pas rentré dedans. Je trouve que ça se répète beaucoup trop et ouais, j'ai du mal à rentrer dans le concept de base. Je sais pas ça. J'ai du mal à rentrer dedans. Donc voilà. Mais ça reste un bon film quand même. C'est très bien réalisé. Comme tu dis, les acteurs sont super. Quand il y a Emma Stone, si, est quand même cool. Ça marche bien en duo avec d'autres personnages et tout. Après, il y a 2-3 trucs qui m'ont fait rigoler quand même. Donc oui, je suis quand même d'accord que le film est drôle, mais pas autant que je l'espérais, parce que tu m'avais dit que c'est assez drôle, mais j'ai pas. Ah non, autant moi j'ai aimé bien ça. rigolé, donc bon. Merde, je te l'ai mal vendu, fais chier. Ouais. Mais voilà, non, mais ça reste un bon film quand même. Mais moi, je suis sorti un peu déçu du film. Ouais, ok. Ben après, on est tous les deux d'accord pour dire que c'est pas un grand film non plus, quoi. Alors, moi, je suis. Ouais. Après, Yorgos Lanthimos, d'accord. je suis pas fan. Voilà, maintenant, j'ai un petit avis sur sa filmo. Je trouve que, voilà, il a des idées intéressantes, voilà, des fois, mais c'est pas, j'ai jamais fait de grand film pour moi. Et je voulais finir juste parce que j'ai pris des avis d'utilisateurs sur certains sites Allociné, et je me dis on peut finir comme ça. Ouais, Alors, c'est un vrai, positif, bien. un négatif, tu vois. C'est que le début, tu vois, je les ai pris une fois. Voilà, c'est le début de ce concept. Peut-être qu'on en refera. Il y a un mec qui a dit, malgré ses longueurs, le film est d'une telle générosité qu'il est difficile de bouder son plaisir. Quelle réjouissance de voir des délires de cette envergure en dehors du cinéma d'animation. Et là, je suis un peu d'accord pour le coup. Enfin, en tout cas, dans le cinéma hollywoodien, pour le coup, moi, ça résume plutôt bien mon avis. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire, ça a résumé ton avis, quoi, complètement. Et donc moi, je suis assez d'accord. Et il y a un autre qui moins tendre, tu vois, qui dit Ouais. quand un réalisateur place la prise de vue et le son au-dessus de l'histoire et des personnages, on n'obtient pas un film mais une suite d'effets en capital. Nul. Voilà. Donc lui, il a pas aimé. mais tu vois, je comprends aussi. Il est un son peu point d'accord de vue. avec toi. Hein. Ouais, il est un peu Mais d'accord. tu vois, avec je suis toi, un peu ça. d'accord avec les deux, tu vois. Pour le coup, Ouais. c'est vraiment si t'aimes pas les effets qu'il fait dans le film, tu vas chialer, quoi. Enfin bref. Ouais, je comprends, ça peut te fatiguer, ouais. Bah voilà. Voilà. c'est Ouais. Ouais, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Vous avez eu notre petit avis sur le film. On parle de qu'est-ce qui sort la semaine prochaine? C'est ça, on va passer aux sorties de la semaine. Alors moi, il y a un film qui m'intéresse, c'est un film de Todd Haynes. Todd Haynes qui avait fait I'm Not There, le biopic,
sur Bob Dylan, Loin du paradis, Carol, et qui revient avec May December, avec Julianne Moore. Et ouais, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ouais, bah c'est avec Nathalie Portman, ça fait toujours plaisir de la revoir au cinéma. Aussi, ouais. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, hein, donc ouais. Ouais, je suis curieux de voir ce que ça donne, ce film. Ensuite, il y a ça, moi je l'attends pas mal. Je pense que c'est ma plus grosse attente de la semaine prochaine. C'est The Iron Claw. Donc c'est un film de Sean Durkin. C'est avec Zac Efron, Harris Dickinson et Jeremy Allen White. Et c'est un film qui parle des frères, je sais plus, les frères Von Erich, voilà, qui sont des figures dans le catch dans les années 80. C'est ça. Et nous on aime bien le catch. Et nous on aime bien le catch, donc voilà, on est un peu chaud, quoi. Bah, on en reparlera peut-être la semaine pro, du coup. Oui, c'est fort probable. Bah moi je l'attends aussi. J'ai envie de voir. En plus, il a fait des festivals et apparemment il est pas mal. Il y a de bonnes pertes. Oui, puis de voir Zac Efron dans un rôle comme ça, c'est pas souvent. Enfin, je crois qu'on l'a jamais vu comme ça en fait. Hein. Ouais, bah oui. Enfin, on l'a déjà vu dans des rôles dramatiques, mais peut-être pas dans ce niveau. Parce que je l'avais vu dans le truc sur Ted Bundy. Il avait fait j'ai pas vu ça, je connais pas. Il avait fait un film et il joue un psychopathe. Enfin, voilà, ok. Le psychopathe Ted Bundy. D'accord. Ensuite, on a La couleur pourpre. Quoi? Spielberg? Bah non, c'est pas Spielberg, c'est le remake de La couleur pourpre, qui est une comédie musicale, même s'il n'est pas marqué comme tel, qui ressort. C'est pas le remake, hein, justement, c'est l'adaptation. Oui, c'est l'adaptation de la comédie Brooklyn, musicale. Ouais, de Broadway, ouais, c'est ça. En fait, les Américains, ils font un film, puis ils l'adaptent à Broadway, et après ils font une adaptation au film du truc de Broadway qui est l'adaptation du film de base. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des remakes. Mais oui. Il y a l'adaptation d'un livre à la base. Ok, voilà, c'est ça. À chaque fois, c'est ça voyage. Et donc voilà, c'est la réexploration de ce film-là. J'ai bien envie de me remater le film de Spielberg. Je l'ai pas vu depuis longtemps, et peut-être je reverrai ce film-là qui est assez nominé. Mais après, je suis pas fan des comédies musicales, donc j'ai très peur. Ouais. Ouais, pareil. Mais par contre, moi j'avais adoré le Spielberg. Hein. Je l'avais revu. Je m'étais fait la filmo de Spielberg et la Coop, il m'a assez marqué. Hein. Je l'ai vraiment trouvé vraiment bien. J'ai bien aimé, ouais. Et je le trouve super. Mais là, après, comme c'est une comédie musicale, au moins tu peux pas faire la comparaison parce que c'est un autre style. Donc à côté, c'est pas plus mal, quoi. Ah oui, d'accord. Et qu'est-ce que tu attends la semaine pro? Alors moi je l'attends pas, c'est toi qui l'attends. Ouais, c'est moi, mais je quand même. C'est Anyone But You, ou Tout sauf toi en français. Donc une comédie romantique avec Sydney Sweeney et Glenn Powell. Non, mais en vrai, c'est un troll, hein. Je ne l'attends pas tant que ça, mais... Ah, je pensais. Non, mais en fait, c'est une blague qu'on a entre nous. Je dis que j'attends le film, mais je l'attends pas tant que ça. Ça a l'air d'être une comédie romantique, tout ce qui est de plus basique. Donc voilà. Mais il y a deux acteurs que j'aime bien, donc pourquoi pas, hein, écoute. Peut-être que... Le film fait un bon succès, hein. Je crois qu'on en a parlé dans le format news, et allez écouter notre format news. Et il a fait un box-office pas dégueu. Ouais, il marche plutôt bien. Et bah, on a hâte de voir ça. Et voilà. Et puis c'est fini pour cet épisode. Et on se retrouve vendredi prochain pour LNDS, les news de la semaine. Du coup, vendredi qui arrive. Et n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, les 5 étoiles. Ça aide beaucoup pour le référencement. De vous abonner selon la plateforme dans laquelle vous êtes. À nous suivre sur les réseaux sociaux, du coup, @la nuit des sorties. Et on se retrouve la semaine prochaine, Lista. On se retrouve la semaine prochaine, et sûrement pour faire des Power Bombs. C'est ça. Allez, salut, ciao. Salut.